Alors Fabrice Risoli, peut-être pour préciser les choses après ce film, et pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas bien ce sujet de la mafia italienne, il n'y a pas une mafia italienne, mais 4 mafias italiennes, identifiées comme telles, hein, la Cosa Nostra, dont il est beaucoup question évidemment dans ce documentaire, la Cosa Nostra sicilienne, la Ndrangheta calabraise, dont on reparlera aussi dans cette émission, la Camorra napolitaine et la Sacra Corona Unita, qui est elle basée du côté des Pouilles en Italie. Tout cela se passe au sud, bien entendu, de l'Italie, région la plus pauvre hein, de la péninsule italienne. Ça mérite d'être précisé tout de même après avoir vu ce documentaire. Là, on parle beaucoup de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Oui, on parle beaucoup de Cosa Nostra parce que l'État italien s'est beaucoup armé et a fait beaucoup de choses du point de vue de la répression à partir des années 80 contre la mafia sicilienne. Donc ce documentaire est la conséquence de cela. Il y a effectivement 4 autres mafias homologuées, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Dans les Pouilles, il y a la Sacra Corona Unita, mais il y a aussi d'autres bandes, à Foggia, à Bari, etc. Et surtout, quand vous parlez du Sud, alors là, pour le coup, non, elles sont présentes partout en Italie, bien sûr avec des ramifications pour certaines d'entre elles dans le monde entier. Et aujourd'hui, on a plus de condamnations pour association mafieuse à Milan qu'à Reggio, en Calabre. C'est pour dire quand même qu'il ne faut pas enfermer les Italiens du Sud dans un stéréotype. Enfin, je pense qu'elles sont 4, mais qu'elles se ressemblent. S'il y a une homologation anti-mafia, elles répondent à une définition d'utiliser la violence de manière systémique, de faire du consensus social, c'est-à-dire aussi de rendre des services au quotidien à la population, qui le payeront au centuple, d'accumuler le capital illégalement, hein, c'est-à-dire de faire de l'argent avec le trafic de drogue, mais surtout d'être présent dans l'économie légale. Et pour aller jusqu'au bout, est-ce que ce sont des mafias rivales ou est-ce qu'il y a une forme d'unification de ces mafias qui nous permettrait de dire la mafia italienne? Non, ce que je vous disais, c'est qu'elles répondent à une définition dont j'ai déjà donné les critères, et en particulier les complicités politiques. C'est-à-dire que là, on les a beaucoup vues dans ce documentaire, mais elles existent dans les autres mafias. Donc c'est cette définition qui font qu'elles sont communes. Sinon, il arrive qu'elles fassent Elles peuvent se rendre des services, quand même. Se rendre des one-shots, des joint ventures. Mais enfin, c'est quand même chacun chez soi, quand même. Il y a un instant, c'est le poids économique de la mafia qui est assez impressionnant au regard des chiffres. Hein. Les 4 mafias qu'on a évoquées tout à l'heure pèseraient 130 milliards d'euros. Hein. Autrement dit, entre 7 et 9% de la richesse produite en Italie. Est-ce que c'est pas ce qui explique en grande partie cette porosité existant entre la mafia, le milieu économique et le milieu politique de l'autre côté des Alpes? Ce qui explique la porosité, c'est très certainement qu'il y a des élites, donc entrepreneurs, professions libérales, politiques qui cherchent l'appui de la mafia au quotidien pour arranger leurs affaires. Un politicien va voir aujourd'hui les mafieux pour l'aider à se faire élire, tout d'abord au conseil municipal, puis au département, etc. En échange, le politicien va lui donner des marchés publics à ce mafieux et à ses prête-noms. Ça va être pareil pour les banquiers qui vont refuser le crédit à un entrepreneur. Celui-ci va donc aller chercher de l'argent à un usurier qui est un mafieux. Et en échange, le banquier peut gagner plein de choses. Il peut gagner de la drogue, il peut gagner des femmes, il peut lui aussi décider d'aller en politique. Je crois beaucoup au concept de bourgeoisie mafieuse, c'est-à-dire un corps social fait d'élite qui fait une alliance objective avec la mafia. Ensuite, il y a une deuxième chose. C'est vrai qu'on n'est plus dans les années 90 avec un pacte, enfin même avant, avec un pacte qui est en fait lié à la peur du communisme. La bourgeoisie mafieuse, ça c'est important parce qu'on le voit souvent, hein, ce terme, lorsqu'on travaille ce dossier. Ce sont des non-mafieux. Oui, ce sont des non-mafieux qui n'ont pas subi le rite d'initiation et qui ont besoin de la mafia. Locaux. Des notables, des professions libérales, des entrepreneurs. Je vais prendre un exemple très concret. On connaît Salvatore Grigoli qui a fait fortune dans les grandes surfaces en Italie. Il n'était qu'un tout petit commerçant. En passant alliance avec la mafia, je vous parle de ça il y a plus de 30 ans, il élimine d'abord la concurrence dans son quartier, il est le premier petit supermarché, il va tenir jusqu'à 50 supermarchés en Sicile. Tous, depuis, ont été confisqués. C'est ça qui fait la force de la mafia, cette réciprocité avec la sphère légale. Il y a une deuxième thèse, pour moi, qui est intéressante aujourd'hui, qui n'est plus la peur du communisme depuis 1945. De l'après-guerre, oui. C'est les opportunités économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que la prohibition des drogues, la crise des migrants, la cybercriminalité sont autant de nouvelles opportunités pour que les mafias fassent de l'argent. Mais tout ça, c'est la sphère légale qui le produit. Là-dessus, il y a toute une réflexion à mener. La question qu'on est obligé de se poser, c'est est-ce que la lutte anti-mafia a marqué des points, réellement, et continue d'en marquer au moment où nous parlons aujourd'hui face à la pieuvre?
Alors là, pour moi, il y a un avant et un après Maxi Procès. Pour moi, l'Italie est le pays de l'anti-mafia, avant d'être le pays de la mafia. J'en veux pour preuve qu'on a cité ce dispositif de collaborateurs de justice qui fait que, quand même, l'Italie a sorti 3000 mafieux du système, qu'elle les a protégés, qui sont morts sans être assassinés par la mafia, et surtout qui nous ont permis la manifestation de la vérité. Parce qu'on revient sur ce documentaire. En fait, ce documentaire de 2016, il traite des choses qui étaient toutes déjà sues et écrites dans des documents officiels, notamment les commissions parlementaires anti-mafia de Luciano Violante de 1996, sur laquelle, par exemple, j'ai fait ma thèse. Aujourd'hui, tout est prouvé dans l'enceinte d'un tribunal. On le doit, en partie, à des collaborateurs de justice, mais pas seulement, à une magistrature italienne incroyable, fait de magistrats indépendants de l'exécutif, avec des officiers de police judiciaire dépendants, avec une obligation des poursuites, ce qui dit tout le contraire de la France. Vous avez des dispositifs qui permettent de confisquer des biens. On confisque environ 6 milliards d'avoirs tous les 2 ans. Et aujourd'hui, vous avez un dispositif révolutionnaire. Autrement dit, la justice italienne tape au portefeuille. Tape au portefeuille, mais elle fait mieux, puisque depuis 1996, grâce malheureusement aux assassinats de Borsellino et Falcone, dont Charlotte Moche nous répétait que c'était quand même une ligne de fracture, les Italiens, par une pétition d'1 million de signatures, l'association Libera, a obtenu le fait que les biens soient redistribués à la société civile. Donc aujourd'hui, à Corleone, la villa de Totorina est devenue une école hôtelière. La deuxième villa dans laquelle il a fait sa cavale et où il a été arrêté est une caserne de carabiniers. Et vous avez comme ça des milliers de biens qui sont redistribués aux citoyens. Et pour quel montant, vous pouvez nous le rappeler? Pardon? Pour quel montant, vous pouvez nous le rappeler? Vous avez évoqué un montant il y a un instant. Alors, le montant, c'est les confiscations. Confiscation. 6 milliards d'avoirs par an. 6 milliards d'avoirs par an. C'est des saisies, donc c'est provisoire, etc. Mais le plus important, c'est que ces biens reviennent aux citoyens. Et j'insiste, ça permet de changer les mentalités. Parce que moi, je suis désolé, mais j'ai été à Corleone il y a 15 ans, j'ai été à Corleone il y a 5 ans. La mentalité a changé. Aujourd'hui, à Corleone, on fait des produits agricoles, des coopératives gagnent de l'argent, oui. Les gens payent des cotisations sociales, les jeunes peuvent avoir un prêt, ils peuvent avoir un logement, ce qui était impossible avant. Et donc ça discute à Corleone, mais pas seulement à Casal di Principe, à Naples, etc. Et on sent le changement sur ces parties de territoire. Qu'est-ce que vous nous montrez là? Je vous montre du pâté d'aubergines, dont les aubergines sont faites sur les terres qui ont été confisquées à Totorina. Celui qui a posé les bombes, on lui a pris ses terres et aujourd'hui des gens travaillent légalement. Et ça, selon vous, c'est le symbole de la réussite de la lutte anti-mafia? On n'est même plus dans le symbole, on est dans la réussite effective. Hein, on parle de millions de chiffres d'affaires de ces coopératives. Ouais. Si vous voulez, il y a parfois un peu de désillusion qui se fait jour face à ce phénomène. Mais j'insiste, c'est vraiment très important. La mobilisation de l'opinion fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus se réclamer, comme c'était le cas jusque dans les années 80, je suis le copain du boss ou autre. Ça je suis d'accord, il faut avoir un esprit critique sur ces instruments. En même temps, la commission crime du Parlement européen s'est réunie en 2013 et aujourd'hui, toutes les directives européennes disent en gros, vous devez faire comme l'Italie. Bien sûr, ils ne le disent pas comme ça. Vous ne pouvez pas dire à des Suédois qu'il faut faire comme l'Italie. Parce que, hein. En revanche, il faut confisquer sans condamnation pénale du propriétaire, il faut faire des statuts de collaborateurs de justice et il faut faire l'usage social des biens confisqués, ce dont je vous ai parlé. Et d'ailleurs, je dois dire que je remercie beaucoup Jacques de Saint-Victor de dire qu'en France, il manque un peu quand même parfois de conscience citoyenne autour de ces phénomènes, malgré les 30 homicides par an en Corse du crime organisé pendant 15 ans, par exemple, mais aussi à Marseille, en Seine-Saint-Denis ou ailleurs. Or, cela fait 10 ans qu'avec l'association Crimal, qui est issue d'un autre projet européen, nous faisons de la sensibilisation plus du plaidoyer pour avoir la même loi en France. Et je vous annonce qu'on l'avait déjà obtenue une première fois, retoquée par le Conseil constitutionnel, qu'on vient de l'obtenir une deuxième fois dans la loi financement des associations de la loi El Haïry, votée à l'unanimité. On n'attend plus qu'un vote conforme du Sénat qui a été mis sous cloche depuis la crise sanitaire. On a de grandes chances d'arriver à faire en France ce qu'on fait en Italie, qui reste une révolution sur des territoires, mais qui n'enlève pas les opportunités économiques qu'ont les acteurs criminels. Moi, je suis assez pessimiste, en effet, parce qu'il y a un mot célèbre d'un inspecteur du FBI qui disait, avec la mafia, on peut tondre la pelouse, mais on n'arrive jamais à arracher les racines. Donc c'est un peu le problème, en effet. C'est aussi votre sentiment? C'est un peu mon sentiment. Le maxi-procès tond la pelouse et ça fait du bien. Oui. Moi, je suis allé 3 fois à Limbadi en 8 ans. Et les racines? Mais Fabrice Rizzoli, les racines? Attendez. Limbadi, c'est le fief du clan Mancuso
qui est en procès dans le maxi-procès qui est là. Ils contrôlaient toute la zone. Ils ont construit le port de Gioia Tauro par où arrive la cocaïne et qui fait très riche la mafia calabraise. Bon, depuis que Gratteri est devenu procureur au nord, à Catanzaro, donc au nord de la Calabre, et qu'il a commencé à éradiquer la pelouse dont vous parlez, c'est-à-dire les mafieux pour leurs complices, ailleurs, ce qui ne se faisait pas trop dans la province de Catanzaro, les gens respirent. Moi, je vous dis que les gens respirent. Nous avons emmené 17 Français se former à l'antimafia sociale l'année dernière, en Calabre. Ils sont allés à Limbadi, ils ont discuté avec des citoyens, ils ont discuté avec des gens qui sont dans les biens confisqués au Limbadi. Il y en a 12 dans la ville de Limbadi, 2500 habitants. Les gens respirent. Et j'en veux pour preuve que quand Gratteri a commencé à être attaqué bêtement, les gens sont descendus à Vibo Valentia, sous l'égide de Libera, mais pas seulement, pour dire merci Gratteri pour votre action, votre maxi-procès. Les gens ont offert des fleurs aux carabiniers. Donc il faut comprendre que quand les mafieux sont en maxi-procès, ils doivent payer leurs avocats, ils sont en détention préventive, ils ont plein de problèmes à régler et ils ont moins de temps pour racketter les commerçants. Et donc vous êtes un tout petit peu plus optimiste sur la suite que Jacques de Saint-Victor.